j'ai dû prendre plusieurs jours. Il y a d'autres éléments que j'ai envoyés. Et maintenant, je pense qu'il est temps pour moi de continuer l'histoire du lassage. La dernière fois, je vous racontais le moment où je m'écris, je commence à hurler que j'ai un lassage dans le vagin. J'étais dans les toilettes en train de me nettoyer et j'appelais ma mère à l'aide. Mon père était couché dans la chambre. Il ne s'est pas réveillé. Il était très fatigué ce jour-là. C'était quelque chose de très curieux. Très curieux parce que il était très fatigué par rapport à d'habitude. C'était une fatigue inhabituelle. Ma mère, par contre, elle était fatiguée, mais bon, c'était léger, quoi. Donc, j'essaie de revenir dessus pour si quelqu'un nous a drogués. Par rapport à ça. Moi, j'ai dormi quand même assez longtemps et assez profondément pour ne pas sentir l'opération. Parce que c'était par rapport au lacet qu'on découvre dans mon vagin, c'était quelque chose qui a dû prendre du temps. Soit c'était une personne qui a pris tout son temps, soit c'était plusieurs personnes qui ont effectué le lassage. En tout cas, dessus, je ne fais que réfléchir. Mais je sais seulement que ils ont quelque chose à voir avec mon violeur. C'est tout, parce qu'ils s'en sont vantés. Maintenant, par rapport à la date de la date durant laquelle les événements se produisent, c'est curieusement, sensiblement la même période où je me fais violer 10 ans avant. Donc nous sommes en 2010, autour du 21 février 22 2010. Par contre, l'autre événement, pas par contre, l'autre événement arrive autour du 21 2020. Et ce qu'il y a de curieux, c'est c'est pas une coïncidence, hein. Pour certains, ça pourrait être une coïncidence. Pour moi, c'est pas une coïncidence. Maintenant, je me pose la question de savoir, parce que je me souviens plus exactement de l'anniversaire de mon ami. Mon ami doit être né le 20 février. Mon ami chez qui j'étais allé à la fête, il doit être né le 20. Et puis le lendemain, c'est l'anniversaire pour le violeur de mon viol. Bon. Ce jour-là, quand je hurle, mon père est fatigué, il ne se réveille pas. Par contre, ma mère, elle me rejoint dans la chambre parce que j'y vais. À un moment donné, je sors des toilettes, je vais me coucher, je vais m'allonger. Et elle vient me retrouver. Elle commence à observer, elle-même panique. Elle panique par rapport à ce qu'elle voit. C'est horrible. C'est horrible. Et nous, je vous assure que cette sorte de fanatisme religieux ne m'arrivera plus jamais. Ça, je ne vais même plus croire à quoi que ce soit qui est trait à la religion. Parce que cette histoire de religion m'a fait croire des choses alors que j'étais une victime de quelque chose. Je ne suis pas allée là où il fallait, c'est-à-dire porter plainte parce que je venais de subir une agression. Une agression sexuelle. Ça, c'était une agression sexuelle. J'étais persuadée que c'était une apparition mystique. Ma mère aussi. Imaginez-vous une apparition mystique avec des plaies saillantes. Je dis bien des plaies saillantes dans lesquelles on a introduit un lacet qu'on a découpé très finement parce que le lacet était très fin, hein, découpé de façon fine, c'est-à-dire que en plusieurs branches qu'on pouvait lasser et qu'ils ont effectivement lacé. Et c'était tellement long que on a tenté, s'il te plaît mon bébé. Je n'arrive pas à faire le poirier. Ne fais pas le poirier, tu vas te faire mal. Mais comment alors on fait le poirier? Je suis en train de faire une vidéo. D'accord. Donc, tellement le lacet était long que il a fallu qu'on le coupe. Et malgré le fait de couper, il était tellement serré qu'il a fallu
utilisé une aiguille. Ce jour-là, on a foulé des aiguilles partout. Je ne pouvais pas m'imaginer que nous étions autant en danger. Parce que après, quand ces gens-là commencent à me harceler toute seule, parce que c'est moi la principale victime de tout ce qui arrive. Et il y a aussi mon père qui se tait. Finalement, je commence à revenir à reprendre conscience sur les faits. Parce que j'étais tout le temps en train de me dire comment mon père a été agressé à plusieurs reprises et il n'a pas pris la peine de nous informer, de m'informer, moi qui étais très proche de lui. Et quand je me posais cette question, je ne prenais pas en compte le fait que moi, quand j'ai été violée, je n'ai pas pris la peine d'en parler avec lui, d'en parler avec ma famille. Je n'ai rien dit à personne. Donc mon père devait sûrement vivre la même chose et il s'est tué. Pendant qu'en réalité, les agresseurs, les agresseurs, ceux qui me harcèlent, ceux qui m'agressent, étaient les mêmes que les siens. Et eux, ils étaient en train de me dire, hein, de me menacer qu'ils vont tuer mon père. Si au moins on avait eu des échanges, les choses auraient été différentes parce que j'étais dans le, le, toute seule dans cette lutte, cette quête de justice, cette recherche de justice en allant vers les tribunaux. Et j'étais tout le temps freinée par des gens qui ne comprennent absolument rien des faits, qui n'ont même pas vécu des faits. Imaginez-vous, des mois après, quand j'apprends que mon père a subi des actes de violence et que à plusieurs reprises il est venu à Yaoundé avec ça c'est une parenthèse, je vais revenir dessus sur cette histoire, avec des égratignures sur le visage. Je demandais par exemple, papa, qu'est-ce que tu as eu? Il me répondait, non, je suis tombé. Alors qu'en réalité, ça correspond à un fait qu'on m'a rapporté où il aurait été battu par quelqu'un sur son terrain. C'est-à-dire que mon père était chez lui, dans son exploitation de palmeraie, et quelqu'un est venu l'agresser comme s'il avait tous les droits. Le même individu a réitéré l'agression en tuant mon père, un homme de main. Bon, dans ce jour-là, cet individu en question est passé aussi le soir. Le soir de cette histoire de mon vagin, hein. Je parle bien de cette histoire de mon vagin. Et le lendemain, je sors tôt, je m'en vais à Douala. Quand je reviens les jours qui suivent, il est très récurrent autour de chez nous. Je ne pense pas à l'époque qu'il soit en danger parce que mon père avait tout le temps recours à lui parce qu'il voulait faire réparer ses tronçonneuses. Il voulait faire réparer les tronçonneuses parce il comptait faire une plantation de cocotiers. On avait déjà tout un armada de plants, plus d'une quarantaine. Il voulait qu'on scie on appelle ça les arbres sauvages pour pouvoir déposer les cocotiers. Et le monsieur avait toujours une histoire. Il manque la pièce, il faut la pièce de ceci, il faut la pièce de cela, il faut la pièce de ceci, il faut la pièce de cela. Il fallait qu'il se déplace à Edea. Bon, maintenant ça me revient Edea parce que j'ai vu ses complices ici récemment qui étaient un petit peu harcelants. Mais j'avais perdu dans ma mémoire cette histoire de mon père à qui il disait tout le temps Edea. Ça donne, au fur et à mesure que je parle avec vous, c'est un petit peu comme si je me retrouvais face à un psychologue, un psychiatre, et il y a des choses que dont j'ai du mal à me souvenir. Il y a d'autres qui reviennent comme des flashs. Ça peut revenir comme des flashs après que j'ai enregistré la vidéo, comme ça peut revenir avant. Après, je dis, merde, hein, en fait, c'était ça. Je commence à faire les liens avec tout autour de nous. Donc, mon père et moi, quand je reviens de ça, je vais vous raconter ça plus en détail plus tard. Parce que après la découverte du lien dans mon vagin, je vais à Douala. J'ai été convaincue par ma famille, mes parents, d'aller me faire ausculter. Ausculter parce que normalement, je devais aller sur Yaoundé à un rendez-vous de l'hôpital de la Caisse où j'avais été opérée de ma césarienne. Et j'avais tellement peur d'y aller par rapport à des antécédents de problèmes
spirituels. Et les problèmes spirituels en question, les personnes qui me harcelaient spirituellement se trouvaient à Yaoundé. C'était les mêmes en réalité. La famille du violeur et le violeur lui-même. À l'époque, je ne savais pas que le violeur était impliqué. Je voyais juste des gens comme ça. Je me demandais pourquoi ils s'en prennent à moi spirituellement dans la sorcellerie. En Afrique, on connaît ce que c'est que la sorcellerie. C'est pas quelque chose que... Bon, moi, je vous conseille seulement, hein, pendant 1 heure de temps, d'aller vous asseoir devant la télévision et de regarder leurs émissions. Et après, vous revenez m'écouter. On va voir si ce que je raconte sort du lot. C'est-à-dire que je ne les écoute pas, je parle de moi. Je parle des choses que d'autres ont vécues. Je parle de ce que j'ai vécu et des choses que d'autres ont vécues, de ce qu'on connaît. Ça ne sort pas de l'entendement humain. Donc, avant d'aller me réfugier, de perdre mon enfant et d'aller me réfugier euh, au village avec mon père, parce que je me sentais tellement en sécurité avec mon père. Je me sentais en sécurité. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu peur de lui. J'ai eu peur. J'ai un petit peu peur. Comme j'ai aussi eu un petit peu peur de plusieurs personnes à la fois. Mais après, il a fallu que je sois tempéré. Je ne sais même pas comment mon père est parvenu à me calmer vis-à-vis de lui-même. Parce que euh, chaque fois qu'il me parlait, je suis restée seule avec lui. À chaque fois qu'il me parlait, ça allait mieux. Ça allait mieux. Julienne, calme-toi, 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 calme-toi. Ça allait mieux. Et puis, les terrains spirituels avaient tendance comment on va dire ça, se faire passer pour des proches à moi. Et jamais, pas une seule fois, je n'ai accepté que ce soit un de mes proches qui était en train de m'agresser spirituellement. Je savais que c'était, parce que je les avais déjà vus en face. Je savais que c'était mes voisins. J'avais déjà eu affaire par exemple, un garagiste qui physiquement m'avait montré qu'il était sorcier. Et un autre qui physiquement m'avait dit, il avait ouvert sa bouche en disant qu'il va nous faire la sorcellerie, c'est-à-dire en marchant, en articulant, on va dire ça, en articulant, qu'il va nous faire la sorcellerie. Donc, je savais d'où ça venait. Je ne savais pas que ces individus qui sortaient de nulle part pour venir nous agresser sortaient de la famille du gars qui m'avait violé. Je ne savais pas que tout le voyeurisme, parce qu'ils avaient fait, on avait subi des faits de voyeurisme. Les gens venaient tout le temps déposer des échelles sur notre clôture pour guetter à l'intérieur, venant des garages là en question, ou venant de je ne sais où. Je ne sais où, en tout cas, ce sont les garagistes qui savent d'où ils venaient parce que ce sont leurs proches. Et moi, à un moment donné, j'avais loupé le fait que j'avais zappé le fait que je m'étais fait ça, c'était autour de 2010, 2011, 2012, que je m'étais fait violer. C'est-à-dire que ça m'était complètement... J'avais mis cette histoire dans un placard parce que vous savez, quand quelqu'un est victime de quelque chose et qu'il a camouflé ça aux gens, à un moment donné, il essaye du mieux qu'il peut. C'est-à-dire qu'il essaie de rayer ça, d'effacer ça complètement de son esprit. Et c'était le travail que j'avais entrepris de faire. C'est-à-dire que pour moi, cet individu n'existait pas. Et il fallait toujours que je me fasse entourer pour pouvoir marcher. Parce que j'ai à un moment donné le concours de lyrique. Et il fallait que j'aille à l'école. Je n'allais pas m'asseoir à la maison parce que le bonhomme habite à Obili. Donc il fallait que je me fasse entourer. Je descendais, par exemple, tôt le matin, très tôt le matin, au niveau de la chaîne Obili. Je courais pour monter. Je ne prenais pas la route conventionnelle. Il y avait une sorte de pente glissante là. J'étais prête à tous les risques, hein, même à tomber là-bas tôt le matin. C'est là-bas où j'allais grimper. C'est-à-dire que tout le monde qui me voyait grimper là-bas pouvait se dire, mais la fille, si elle est normale ou elle n'est pas normale. Mais en réalité, j'avais peur de faire le tour et de grimper par la voie normale. Parce que si j'avançais un peu, je me disais, j'allais croiser mon violeur. Donc, j'avais toute l'attitude d'une... En fait, quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne connaissait rien de ça, pouvait passer son temps à se demander qu'est-ce que la fille là même allait grimper là-bas. Aujourd'hui, ils y ont mis des escaliers. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller vérifier, de vérifier. Avant, il n'existait pas d'escalier, mais c'était un truc très glissant. Et moi, je passais mon temps à grimper là-bas pour éviter de faire le tour parce que j'avais peur de croiser mon violeur.
Euh, donc, dans la chambre, je suis là-bas, mon père ne se réveille pas. Ma mère, à un moment donné, va le réveiller. Elle lui parle de ça. Mon père ne souhaite pas venir parce qu'il est choqué. Il ne souhaite pas venir voir. Par contre, il dit, il va regarder les images. Si on a filmé, il va regarder les images qu'on lui apporte. Et son ami, il avait un ami prêtre qui devait venir le voir. Je pense que je l'ai dit dans la précédente vidéo. Si je ne l'ai pas dit, je vous le dis maintenant. Il devait recevoir le prêtre de l'arrondissement, qui était un bon ami à lui, de l'époque, qui était un bon ami à lui. Et quand le prêtre arrivait, mon père était toujours dans sa chambre. Et si je me souviens bien, mon père me parlait à travers les portes. C'est-à-dire que il me disait, maman, ça va? Je disais, oui, papa. Tu es sûr que ça va? Oui. J'ai peur. Je disais seulement, j'ai peur, j'ai peur. Il disait, ça va aller. En réalité, il était tout le temps en train d'essayer de me... Comment on va dire ça? Si je veux paniquer, je n'arrive pas à trouver mes mots. De me concentrer, me calmer, me pacifier. Ça va aller, d'accord, ça va aller. On va trouver une solution. Le prêtre arrive. Ma mère avait dans la chambre, quand je dis, elle allait dire à mon père, elle aussi, quand elle entre dans la chambre, c'est aussi pour aller chercher de l'huile d'olive bénie. Parce que dans leur chambre, il y avait de l'huile d'olive bénie quelque part. Donc quand elle entre, elle réveille mon père, elle prend l'huile bénie et elle revient vers moi pour essayer de détacher le fil en question. Donc pendant qu'on fait ça, le prêtre arrive, on appelle mon père se lève, il s'en va s'asseoir, il est vraiment choqué, il dit, le prêtre lui dit, est-ce que tu as entendu parler de cette histoire? Parce que ma mère, dès que le prêtre descend, à peine il a mis ses pieds au sol, parce il avait une moto, ma mère l'informe de la situation. Il dit à mon père, est-ce que tu as suivi ce que ta fille a là-bas dedans? Il dit que je viens juste me lever par là, je suis fatigué, je suis vraiment fatigué, je peux même pas te dire ce que j'ai, je suis fatigué. Mais j'ai entendu, mais est-ce que tu es allé regarder? Non, je ne veux pas, papa. Il dit ça si. Il dit que elle va venir montrer, nous montrer. Parce que le prêtre, on lui propose de venir regarder aussi. Il le dit, non, pas pudeur. Il ne veut pas voir, par contre, allez filmer et vous venez avec les images. Donc c'est comme ça qu'on filme et on lui montre. Il dit à ma mère, pas à moi. Il faut détacher avec, vous avez l'huile d'olive, il faut détacher avec l'huile d'olive, je dois boire de l'huile d'olive, je dois faire les trucs par rapport aux exorcismes. Et surtout que j'avais des antécédents spirituels, d'agression spirituelle. Donc, on est dans la logique d'agression mystique, pas d'agression physique, alors que c'était une agression physique. C'est ça le problème. Il y avait une porte qui avait été laissée ouverte. Il y a un individu qui s'occupe de nous, qui s'occupait de la maison. Quand mon père, on s'en allait, qui habitait avec mon père, qui traîne avec des gens louches. Il y a la famille de mon violeur qui était aussi installée dans la brigade de Messondo de gendarmerie. Et que vous dire d'autre? Il y a nous trois, les membres de la famille. Lui, à un moment donné, il avait disparu. Ce bonhomme qui travaillait pour nous, là, il était parti à la gare sans crier gare. C'est-à-dire que la gare n'est pas loin de chez nous. Ou du moins, c'est à quelques kilomètres, on va dire 3 kilomètres. Il est parti sans prévenir ce jour-là. On l'a cherché partout, appelé partout. Personne n'a répondu. Et puis, on est allé se coucher. Du moins, moi, j'étais devant, j'étais la première. Mon père a suivi et ma mère était la dernière qui a laissé les portes ouvertes. Et elle dit, la première chose qu'elle me dit quand moi je me lève, c'est qu'elle ne sait pas comment elle a fait. Elle a laissé les portes ouvertes quand on est allé se coucher. Et moi, je n'étais pas encore au courant de ce qui allait se passer après. Et ce qui est curieux, c'est que je ne sentais pas la douleur. Je répète, je ne sentais pas de douleur. C'est quand j'entre dans les toilettes, que je commence à faire ma toilette intime, que je fais sortir un long fil. Le fil était tellement long, près de 30 cm. Ça veut dire que la personne a pris son temps et puis il me l'a inséré dans le vagin. On m'a inséré, c'est-à-dire que c'est une histoire tellement
Ah, je ne sais même pas quoi vous dire. On me l'a inséré dans le vagin. Je n'ai même rien, c'est-à-dire, je n'ai rien senti. Non seulement je n'ai rien senti de l'opération là, mais je ne sens rien quand je me lève. Je ne sens absolument rien. Quand je suis dans les toilettes, quand je me mets la main dans le vagin pour nettoyer, je sens ce fil et je le tire, je le fais sortir. Vous comprenez? Les autres fois, je ne fais que répéter. Les autres fois, je me lavais le vagin, hein. Je me nettoyais le vagin. Surtout qu'il saignait. Il saignait encore, je me garnissais. Depuis le 20 janvier. J'ai perdu mon enfant le 20 janvier. On m'a fait la césarienne ce jour-là. Cette période, la nuit du 19 au 20 janvier. Je saignais toujours. Je ne sais pas pendant combien de temps la plupart des autres femmes saignent, mais moi je saignais toujours et ma cicatrice de césarienne n'était toujours pas fermée. Toujours pas. Elle mettait du temps à cicatriser, je ne comprenais pas pourquoi. J'étais vraiment mal en point par la perte, mal en point psychologiquement à cause de la perte de mon enfant. J'étais pas bien. Et donc, je voulais juste vous dire que je me nettoyais, je saignais, je me nettoyais, je portais quand je dis je me garnissais, je mettais des serviettes hygiéniques. Ça veut dire que dans le langage commun au Cameroun, je mettais des serviettes hygiéniques. Je les mettais. Et c'était des énormes serviettes là, des femmes qui viennent d'accoucher. Chez nous, on appelle ça les Phytex. C'est une marque, des Phytex. Donc, je ne sentais rien. Donc, c'est juste au moment où je découvre le truc en question que je commence à sentir la douleur. Un peu quand vous marchez, vous vous blessez, vous piétinez peut-être un verre et puis vous ne sentez rien. Le sang commence à gicler. Vous continuez de marcher, vous continuez de marcher. C'est quelqu'un qui vous dit, mais tu es blessé. C'est à ce moment précis, dès que quelqu'un te dit, tu es blessé, que tu commences à sentir la douleur. C'est exactement comme ça que j'ai ressenti la douleur ce jour-là. Quand je découvre le fil, pas avant, pas avant. Donc, le prêtre nous convainc. Il me demande, est-ce que tu avais un rendez-vous que l'hôpital, quand tu es sorti de l'hôpital, on t'a donné? Je dis oui. Je ne voulais pas, par rapport à tout ce que je vivais spirituellement, retourner à Yaoundé. Et j'avais dit à ma mère déjà des jours avant l'agression en question, que je ne partirais pas au rendez-vous. Donc, le prêtre dit, il est hors de question que tu passes une nuit de plus ici. Donc, tu dors aujourd'hui. Oui, il fait déjà nuit. De toutes les façons, tu peux aller nulle part. Il faisait déjà nuit. Je vous ai dit à quel moment j'allais me coucher. C'était en milieu d'après-midi, 15h, 16h. De toutes les façons, là maintenant, tu peux plus aller nulle part. Demain matin, très tôt, lève-toi. Comme tu ne veux pas aller à Yaoundé, va donc à Douala te faire examiner. C'est ainsi que on ne sait pas, hein, le truc qui est apparu, parce que lui aussi, il est persuadé que c'est un truc qui est apparu. Le truc qui est apparu à l'intérieur de ton vagin peut faire. Donc, va te faire examiner par un gynécologue. Donc, c'est comme ça que je décide de partir à Douala chez mon frère aîné. Bon, je coupe et je reviendrai pour la suite plus tard.